Lorsque Paul Biya lui-même dit en 2022, à l'occasion de la visite d'Emmanuel Macron au Cameroun, que le moment venu, il se prononcera s'il doit aller au village ou pas. Si on demande à M. Samuel Mott, est-ce que Paul Biya s'est donc déjà finalement prononcé? Il ne vous dira absolument rien. Absolument. Mais il dit qu'il est candidat. Elle s'est déjà prononcée. On me posera la question tout à l'heure. Non, je vais répondre. Vous n'êtes pas journaliste. J'attends la question mais il ne s'est pas encore prononcé. Et je crois que c'est sur cette déclaration que se base M. René Emmanuel Sadi, qui est prudent dans la communication, il est moins émotif et dit nous sommes dans du 50-50, même si à l'intérieur il est convaincu que Paul Biya sera candidat, mais il laisse quand même des garde-fous parce que l'article 27 qui est évoqué par M. Jacques Famondongo ne fait pas de Paul Biya le prisonnier du RDPC. Paul Biya est d'abord une personne qui jouit de son libre arbitre, de toute sa liberté, qui peut également connaître des moments de faiblesse. Dire que Paul Biya est déjà candidat d'office, pourtant il ne vous a pas encore dit qu'il sera candidat, je crois que c'est un terrible risque. Si Paul Biya maintenant décide, il se lève un beau matin, il peut avoir, c'est pas nous tous, nous avons des humeurs, il peut se lever un beau matin et vous dire moi je ne suis plus dans l'affaire. On fait comment? C'est M. Jacques Famondongo qui sera totalement ridicule. Et M. René Sadi gagnerait en hauteur et en responsabilité dans sa communication. Donc je crois que la communication de M. René Sadi est assez responsable, même si on sait que Paul Biya sera candidat, comme lui-même il avait dit officiellement qu'il va se prononcer, attendons qu'il se prononce et on saura donc s'il est candidat ou pas. Et ce qui est encore plus curieux, c'est que l'honorable Mott veut balayer d'un revers de la main des choses assez graves qui ont été publiées ou alors mise à l'attention de l'opinion par l'édition de jeudi de la Nouvelle Expression. Vous voulez que je vous reprenne quelques propos pour nous dire qu'effectivement, on est toujours dans la logique de la convivialité entre deux membres du gouvernement. Je prends quelques extraits. Pour qui vous prenez-vous? Voilà. Ça, c'est les paroles d'un journaliste qui était présent. Votre imposture doit s'arrêter. Je crois que si les propos relayés n'était pas vérifié, on serait en situation de demande de droit de réponse, oui, ou alors de saisine même du CNC pour estimer qu'on a trafiqué une communication pour la faire porter à un membre du gouvernement. Je crois que ceux qui ont fait le travail, la position de jeudi, méprisant le sérieux de la Nouvelle Expression et l'assise journalistique de la Nouvelle Expression dans le recoupement de l'information, dans le suivi de l'information, dans les relations avec des sources sûres. Je crois que M. Séverin Tchonko ne peut pas prendre le risque de laisser publier un tel papier. Donc je crois que M. Samuel Mott, en attendant que vous nous démontriez que ce qui a été dit est faux, nous faisons confiance à la Nouvelle Expression et nous vous disons que les propos tenus par les uns et les autres trahissent un état d'esprit assez chaotique dans les relations entre les différents pontes du pouvoir. Et cela rentre en droite ligne de ce qu'on a toujours observé depuis un bon nombre d'années. Vous savez, la faiblesse de Paul Biya, l'absence de Paul Biya, l'effacement de Paul Biya de la reine fait naître des prétentions. Et ces prétentions sont affichées avec des clans affichés. L'affaire Martinez nous a permis de voir comment il y avait des fissures étanches entre les membres du système avec la constitution des clans, avec des communiqués et des contre-communiqués, avec des actes et des contre-actes qui ont été produits par les uns et les autres. Donc, nous ne pouvons pas venir sur le plateau dire aux Camerounais qu'au regard de ce qu'on a lu, de ce qu'on a observé, il y a la sérénité ou alors il n'y a pas vraiment une certaine cacophonie. Mais ce que vous devez admettre, M. Samuel Mott, c'est que quelles que soient vos positions, que M. Paul Biya soit candidat, qu'il ne soit pas candidat, je crois que la dynamique de changement en cours me semble irréversible, sauf à faire recours peut-être à autre chose. Chez nous, les petits, il y a ce macabo fantôme qu'on appelle Abango Momoro. Le macabo fantôme, une fois qu'on vous le sert, un de vos parents va mourir. Une fois qu'on vous a déjà servi le macabo fantôme. Donc les élections d'octobre prochain, c'est comme ce macabo fantôme qu'on a déjà servi au RDPC. Tu manges le macabo fantôme servi, ton père meurt. Tu ne le manges pas, ta mère meurt. Donc, quel que soit ce que le RDPC va faire,
présenter BIA, je crois que la dynamique sera toujours en cours. Ne pas présenter BIA, la dynamique sera toujours en cours. Et il faut l'admettre, M. Samuel Modjo. J'avais précisé ici, indiqué à votre attention, ici sur ce plateau, que vous serez dans l'opposition dans les prochaines années. Vous serez opposant. Alors, non, Kambia, on assiste là à un bal masqué des principaux challengers à la succession de Paul Biya. Monsieur Fangwa, honnêtement, je pense que les débats relatifs aux turpitudes en cours au sein du RDPC, même si cela a un réel impact dans la vie politique, c'est pas ce qui intéresse les Camerounais en ce moment. Parce que moi j'ai toujours dit, et je l'assume, le RDPC est un parti moribond. C'est un parti, en réalité, n'eût été la force de l'État et l'ensemble des moyens de l'État n'existerait pas. Vous pensez qu'il y a des militants au RDPC qui sont intéressés par tout ça là? Il y a quels militants de conviction au sein du RDPC? Donc nous sommes là, on prend 20 minutes pour parler des petits bisbilles entre le RDPC. Le parti au pouvoir. Ce à quoi on assiste en ce moment, on n'a pas besoin d'aller à l'ENA de Paris, d'aller à l'ENAM au Cameroun, ou d'aller à Oxford ou Cambridge, pour comprendre que le bateau Cameroun n'est plus dirigé. Commençons par des choses assez simples. Il y a quelques années, en rapport avec le même personnage, le même ministre qui est intervenu, on nous a dit que 32 gigas et 500 gigas, c'est la même chose. Aujourd'hui, on nous dit que sur le plan statistique, 50% et 100%, c'est la même chose. Et M. Maud vient relayer ça. Il est très à l'aise de pouvoir dire que c'est exactement la même chose. Alors que tout le monde voit qu'on ne peut pas concevoir dans la communication gouvernementale, même dans la communication du RDPC, qu'un ministre de la République, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, fasse une interview dans un média en matinée et qu'à la fin de la journée, son collègue vienne faire une interview dans le même média relatif au même sujet. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Comment vous arrivez à expliquer ça à vos enfants, M. Mout? Qu'ils ont fait cette sortie tous les deux collègues au sein de deux membres du gouvernement, le même jour, sur le même sujet. Ça n'a aucun sens. Et cela traduit tout simplement le malaise et le mal-être désormais qui habite votre parti en rapport avec des questions liées à la succession de M. Biya. Je suis quand même curieux de savoir que notre pays, qui est devenu une grande curiosité planétaire, est le seul pays au monde où, après la convocation du corps électoral et moins de 3 mois avant la tenue de l'élection, votre candidat que vous exaltez lui-même ne s'est pas prononcé sur sa candidature. C'est-à-dire tout le monde qui va concourir à l'élection présidentielle à venir s'est prononcé sur sa candidature. Le président Kamto a dit qu'il est candidat à l'élection depuis le 10 décembre 2023. Cabral Libé s'est prononcé, Joshua aussi s'est prononcé. Pratiquement tous les candidats se sont prononcés in situ personnel. Mais au RDPC, on a des turiféraires qui nous chantent des louanges à longueur de journée sur une candidature qui n'existe pas encore. Est-ce que, et le journaliste M. Bovivier a posé la question au ministre Famine Ndongo en disant que quand est-ce que vous avez vu le président de la République pour la dernière fois? Il n'a pas été capable de répondre. On lui a demandé sur quoi il se base pour qu'ils disent donc que le président est candidat à 100%. Il n'a pas été capable de répondre. Le même président, vous l'avez tous rappelé ici, a dit que le moment venu, il se prononcera. Alors arrêtez vraiment avec ce jeu. Votre parti politique en ce moment, quand vous décryptez l'ensemble de ce qui se passe et vous n'allez tromper personne, le parti va à volo. Parce que premièrement, vous n'avez pas de candidat. En deuxième position, il y a des personnes qui contestent de plus en plus les hautes instructions au sein du même gouvernement qui disent que non, nous ne sommes pas d'accord avec cette perception qu'il y a à ce que quelqu'un convoque les élus du RDPC et les hauts cadres du RDPC. Alors que, pour vous rappeler, le ministre secrétaire général à la présidence de la République n'est pas lui-même membre du comité central, il n'est pas dans les organes, n'appartient pas aux organes dirigeants du RDPC. Donc vous, en tant que membre du RDPC, je pense que vous devez mettre de l'ordre. À moins que vous continuez dans la confusion entre le RDPC et l'État. Mais si nous sommes dans les affaires de l'État, il y a sur le plan administratif une nomenclature de mesures et d'actions à mener. Mais sur le plan purement partisan, je pense que si le RDPC doit siéger ou consulter ses élus, ça se passe avec un certain nombre d'ordonnancements liés à votre parti. Donc, c'est vous répondre à votre question et vous dire qu'effectivement, ce à quoi nous assistons aujourd'hui est indigne d'un parti qui est au gouvernement depuis 43 ans et qui est complètement perdu
face à une situation qui semble leur échapper. Mais moi, je voudrais dire et m'adresser plutôt aux Camerounais qui, aujourd'hui, sont effectivement dans ce que vous appelez l'espérance. Mais une véritable espérance liée au changement radical qui va s'opérer le 12 octobre, lorsque votre gouvernement aura disparu, lorsque nous vous aurons battu aux élections que nous voulons libres et transparentes, et lorsque on aura une nouvelle approche de gouverner ce pays pour le sortir de l'abîme dans lequel vous allez le laisser. Parce que personne ne peut imaginer un héritage de 43 ans qui puisse nous conduire à ce à quoi nous assistons dans ce pays. Peut-être que vous êtes très satisfait lorsque vous sortez de chez vous et que vous ne pouvez pas faire 50 mètres sans passer par 40 nids de poules et que vous êtes obligé de changer vos amortisseurs, vos bras pratiquement tous les jours. Peut-être que ça ne vous dit rien. Peut-être que la dernière fois où vous étiez à Yingui, vous étiez très content de l'état de l'infrastructure routière. Mais je veux dire ceci, monsieur Duval Fangwa. Le RDPC est voué à sa propre mort. Ce qui tient aujourd'hui, c'est l'illusion que le chef de l'État est encore là, et en tant que président du parti. Je vous mets au défi qu'on se retrouve, et Aristide disait tout à l'heure que l'honorable Maud, c'est des futurs opposants. Qu'on se retrouve ici dans quelques temps. Le RDP, ça sera exactement comme le PDG au Gabon. Vous vous souvenez, lorsque le lendemain de la prise de pouvoir par M. Olingi, on a vu tous les partisans du PDG sortir et brûler tous les effigies du PDG comme s'ils n'ont jamais appartenu au PDG. C'est exactement ce qui arrivera avec le RDP. Alors cette division au sein de cette formation politique, ça fait le jeu de l'opposition? L'opposition est focalisée sur la conquête du pouvoir. Nous sommes là pour conquérir le pouvoir et pour arrêter la saignée pendant l'élection présidentielle du 12 octobre. Ça ne peut pas faire... Je vous ai dit que vraiment notre leitmotiv, ce n'est pas le RDPC. Le RDPC est là comme adversaire, désigné parce qu'ils sont au gouvernement. Mais nous travaillons. Nous travaillons depuis des années. Je vous ai dit que nous sillonnons le pays. Nous allons à la rencontre des Camerounais. Le président venait récemment de proposer son pacte pour le Grand Nord. C'est-à-dire un vaste projet pour réhabiliter une région qu'on a désignée comme la fille aînée de la République, mais qu'on a complètement abandonnée à la misère et à la paupérisation depuis toutes ces années. Donc nous sommes dans une logique de pouvoir repenser et de pouvoir penser ce pays qui va très très mal. Parce qu'on ne peut pas parler plus mal que ceux que nous aurons comme legs du gouvernement du renouveau. Donc il faut que vous compreniez que dans cette phase de reconstruction de notre pays, de renaissance même de notre pays, ça ne sera pas les turpitudes liées au RDPC qui vont être le leitmotiv de notre action. Les Camerounais sont de plus en plus conscients de la nécessité de donner une nouvelle possibilité à notre pays de se mettre sur les rails. Et quand nous regardons l'engouement sans précédent de ces concitoyens pour pouvoir s'inscrire sur les listes électorales, croyez-moi, ce n'est pas des Camerounais qui ont envie d'aller voter le RDPC demain ou le président Biya demain. Tous ces nouveaux Camerounais, malgré les restrictions de l'ECAM, malgré les difficultés que nous avons, tous ces milliers de Camerounais qui se sont inscrits, c'est pour pouvoir battre le 12 septembre le candidat du RDPC. Que ce soit le président Biya, que ce soit un autre candidat, nous n'avons pas de problème. Nous voulons juste affronter le candidat du RDPC et pouvoir le battre à plate couture à travers cette élection. Est-ce que dans cette stratégie, vous comptez, quand je dis vous au MRC, vous comptez toujours sur une éventuelle candidature consensuelle? Je pose la question parce que cette semaine, vous avez vu dans les journaux, on parle de 6 formations politiques qui sont concertées à Yaoundé et qui sont à la recherche d'un candidat consensuel. L'UMS, le MP, l'UDC, le FSNC, le PAL, l'USDP, entre autres. Et la nouvelle expression qui a titré présidentielle 2025, le laborieux consensus de l'opposition, à quelques jours de la convocation du corps électoral, ça c'était avant vendredi, pour la présidentielle, le peuple du changement attend toujours l'oiseau rare, qui est le candidat du consensus de l'opposition face au candidat du RDPC, parti au pouvoir depuis 43 ans. Monsieur Duval Fangwa, le président Kamto a toujours tendu la main à ses pairs de l'opposition. Souvent même, il a même tendu la main aux représentants du RDPC. Je me souviens quand il était en prison et qu'il a dit qu'il tend la main au gouvernement, le secrétaire général adjoint du RDPC, avec une condescendance et une prétention, est sorti pour dire que lui, c'est qui pour tendre la main. Donc le président a toujours été dans cette logique de tendre la main.
Au-delà de cela, le président Kamto est le candidat du rassemblement. C'est-à-dire, ce qui est important pour nous, c'est de rassembler l'ensemble des forces autour d'une candidature forte, autour d'une candidature aujourd'hui capable de pouvoir assurer l'alternance démocratique dans notre pays. Il ne suffit pas d'avoir un candidat consensuel. Il suffit d'avoir le candidat capable d'aboutir au renversement du régime actuel. Et on essaye de le dire. Je pense que le professeur Abba Oyono l'a dit à plusieurs sorties, y compris dans votre antenne, qu'aujourd'hui, le président Kamto est le poids lourd de l'opposition. C'est-à-dire sa capacité à mobiliser, sa capacité à proposer des idées pour pouvoir redresser notre pays, sa capacité à pouvoir toucher l'ensemble des préoccupations de nos concitoyens et sa capacité à pouvoir rassembler le maximum de Camerounais autour de sa candidature font de lui le candidat idéal pour pouvoir renverser le régime. Mais je vais répondre à votre question. Vous savez, on essaye de nous vendre l'illusion du candidat consensuel de l'opposition. Ça n'existe pas un candidat consensuel de l'opposition. Ça n'existe nulle part. Regardons un exemple que nous citons tout le temps, le PASTEF. M. Sonko et M. Diomaye Faye étaient en prison lorsque tous les autres partis de l'opposition se déployaient déjà par rapport à l'élection présidentielle. Ils sont sortis le temps de poser leur candidature parce qu'ils avaient une organisation et une structuration politique. Ils ont gagné l'élection présidentielle. Vous avez vu il y a quelques années en République démocratique du Congo, le candidat du pouvoir avait en face de lui deux candidats de l'opposition qui avaient tenté d'avoir eu un consensus en Suisse, consensus qui a volé en éclat, c'est-à-dire Martin Fayulu et le président actuel Tshisekedi. Les deux candidats se sont présentés face au candidat du pouvoir et les deux sont venus en tête au candidat du pouvoir et arrivés en troisième position. C'est pour vous dire tout simplement que la dynamique dans laquelle nous sommes et la dynamique autour de l'élection présidentielle, c'est la dynamique autour d'un homme et le peuple camerounais et la capacité que le peuple a à investir une confiance autour de la personnalité, de son projet et de la perception qu'ils ont par rapport à ce dirigeant politique. Donc, le président reste dans cette dynamique. Les partis politiques de l'opposition qui sont dans la dynamique consensuelle ou dans la dynamique de pouvoir rassembler et fédérer le maximum de force autour d'un candidat fiable et crédible, je pense que nous ne pouvons pas ne pas observer ça avec attention. Mais nous voulons dire qu'on a vu des expériences de 2004. On a vu comment, en 2004, on a même proposé des membres du gouvernement comme des éventuels candidats de l'opposition. À l'époque, c'était à Kamefoumou, je crois. Oui. Oui, qu'on est venu présenter comme le candidat de l'opposition. On a vu qu'après ce consensus qui avait désigné, paix à son nom, M. Adamou Ndamdjoya, à la sortie même de la réunion, M. Foundi s'est rétracté et s'est présenté aussi pour son propre chef. Donc je veux dire que autant nous pouvons être pour la fédération des énergies, autant nous ne voulons pas qu'après avoir fait tout ce travail qui est en passe d'aboutir à un résultat que les Camerounais attendent, que les gens viennent faire des regroupements avec des conditions et avec des conditionnalités qui ne permettent pas de pouvoir avancer vers l'objectif. Donc oui, le MRC est attentif à tout ce qui pourra être un plus pour que nous ayons le candidat le plus fort pour aller à cette élection. Nous pensons que c'est le président national du MRC qui incarne cette candidature aujourd'hui, c'est-à-dire le président Kamto, et qu'il faudra que nos pairs dans l'opposition soient suffisamment lucides pour que nous ne puissions pas louper l'objectif du 12 octobre 2025. Alors, Samuel Motte, à l'absence d'un candidat consensuel de l'opposition, ça arrange les choses du RDPC? Nous n'avons pas besoin d'arrangement de quoi que ce soit. Nous sommes dans un système dans lequel nous pensons qu'il y a également une certaine dynamique institutionnelle qui existe. L'élection à un tour a ceci de particulier qu'il force les gens à former les grands blocs dès le premier tour. Contrairement à une élection au second tour où on pense qu'effectivement chacun peut faire une propagande, une campagne de témoignage dès le premier tour et penser à ce moment-là que lorsqu'il y a un deuxième tour, que le bloc se reforme. Il est fait dans cette dynamique-là, je constate avec beaucoup de regrets que cette dynamique-là, si elle ne se fait pas autour de Maurice Kamto, ce ne sera absolument pas une dynamique. Mais en même temps, vous-même, je voulais vous prendre tout à l'heure, lorsque vous avez donné 15 minutes à Edmond Kamga, dire ce qu'il a dit tout à l'heure, 15 minutes à... Je ne sais pas qu'est-ce qu'il me reste de tout ce qu'ils ont dit. Il faudra quand même que nous sommes rentrés dans une période très équilibrée. Mais écoutez, vous êtes trois effectivement à dire la même chose. Si on peut faire votre intervention, ça ne me gênerait absolument pas du tout. Non. Écoutez, on a parlé tout à l'heure des variantes de position. Chaque message a un destinataire
Et le message, on l'élabore en fonction de la qualité du destinataire que nous avons en face. Ce que vous percevez comme étant des divergences, des distorsions, des imbroglios, des déchirures, en réalité, si c'est un motif de fonder une espérance de renversement, de dynamique de renversement du pouvoir, ou alors de dynamique de changement, en fait, ça me paraîtra ça s'avérera assez rapidement comme étant des espérances vaines, et je crois qu'il ne faudra pas insister là-dessus. En ce qui concerne la candidature du président de la République, mais là également, suivons à travers le monde, les présidents sortants ont toujours eu, à travers les élections que j'ai suivies jusque-là, des réflexes qui les sont propres. Je vous rappelle, Mitterrand, à la fin de son premier mandat, on le presse de partout pour qu'il déclare sa candidature. Et au détour, il résiste à la déclarer, même si en lui, il est déterminé à être candidat pour sa réélection. Et au détour, quelques temps après le temps imparti qui était donné au candidat, au détour d'une balade en province, il suggère à un de ses partisans, posez-moi devant les caméras, si je suis candidat, à ce moment-là, je répondrai. Donc, la personne sera libre de savoir quand il l'annonce. Quant à dire que René Sadi, c'était une hésitation, non. Je vous ai rappelé que c'était une forme de dire je ne suis pas M. Babouye, même si on lui a reconnu un très grand talent d'intervieweur, je ne suis pas obligé de vous répondre. Laissons la primauté de cette réponse-là à la personne qui sera candidat, mais il ne s'agit pas d'une forme d'hésitation de sa part. De la même façon que lorsque le ministre Famen Dogo intervient, c'est parce que, effectivement, si l'autre message de René Sadi était orienté vers un des destinataires qui avait une certaine capacité de réflexion, on s'est rendu très vite qu'à la base, il faut lui donner une certaine forme d'assurance. Et l'assurance qui a été apportée n'est absolument pas en contradiction avec ce qui avait été initialement dit. Pour le reste, on n'a pas besoin. Nous nous préparons sereinement cette élection-là, avec un candidat qui existe et que nous connaissons, qui est le président Paul Biya. Et il en sera ainsi. Mais attendons, on voit dans 9 jours, quand les candidatures seront déposées, on verra si on aura en face de nous une candidature différente. Après maintenant, chacun de nous aura le temps de déployer. J'ai entendu tout à l'heure qu'il y a un très grand programme qui changera tout le Grand Nord. On le verra très bien à l'analyse. Qu'est-ce qu'il contient? Qu'est-ce qui a été fait jusque-là et qu'est-ce qui n'aurait pas été fait alors qu'il y avait un certain nombre de ressources qui avaient été dégagées. Mais encore une dernière fois, lorsque j'entends un certain nombre de personnes hurler sur leur capacité à transformer le Cameroun, vous savez, c'est un sacré avantage dans la vie que de n'avoir jamais rien fait. Mais il ne faut pas en abuser. Les gens qui sont, le gouvernement actuel, il est à pied d'œuvre, ils travaillent. Et dans tous les secteurs de la vie sociale, nous avons progressé. Après, maintenant, dans le cadre... Mais justement, il peut se permettre de rire. Et je voudrais encore rappeler cette phrase-là. C'est un sacré avantage dans la vie que de n'avoir jamais rien fait. Parce que quand on n'a jamais rien fait, on a toute la langue qui est pendue à critiquer. Effectivement, vous n'avez rien fait, vous ne pourrez jamais être critiqué sur rien du tout. N'avoir rien fait, ça n'avoir pas été au gouvernement, ou n'avoir rien fait parce qu'on n'a rien fait. Mais même dans votre parcours personnel, nous sommes interrogatifs. Même dans vos parcours personnels, vous qui hurlez aujourd'hui de ce que vous allez changer le Cameroun demain ou après-demain. Qu'est-ce que vous reprochez dans notre parcours et je vous ai en face, monsieur. Oui, parce qu'on se connaît un peu. Voilà, je vous ai en face, donc un peu de calme. Et donc, pour cette raison, nous attendons. Qu'est-ce que vous reprochez à nos parcours personnels? Le moment de la campagne viendra et on mettra ça sur la table. Parce qu'en réalité, cette idée-là qui consiste à dire que de toutes les façons en face de nous, il n'y a que des branleurs, vous n'avez pas fait la preuve vous-même en disant que vous avez été plus dynamique que telle ou telle autre personne, y compris dans votre parcours personnel. Dans le cadre d'une campagne, on verra très bien si c'est un élément de campagne qui sera retenu. De la même façon, j'entends également les problèmes sur des corruptions ou alors d'absence d'intégrité. Y compris dans votre parcours personnel, vous n'avez pas apporté la preuve de ce que vous avez été plus intègre qu'une autre personne. On discutera programme contre programme. Et dans le cadre des options des politiques publiques qui sont les nôtres, effectivement, nous avons matière à défendre. Dans tous les secteurs de la vie publique, nous avons progressé. Après maintenant, il y a des gens qui peuvent se rêver d'être à New York. Je vous apporte une information. Il y a quelqu'un qui tout à l'heure qui m'a parlé de nid de poule. 10 ans de travaux qui est demandé aujourd'hui en Grande-Bretagne pour savoir s'ils peuvent venir à bout
de ces nids de poules qui se forment dans les sentiers. Et donc, ce n'est pas une invention camerounaise. Nous sommes dans une dynamique de développement qui donne ses fruits. Et ces fruits-là, ils sont connus. Nous les mettons sur la table. Le pays va bien, selon vous. Il va bien. Le pays va très bien. Par rapport à notre niveau de développement. D'entendre ce genre de choses. Et c'est ça qui fait en sorte que vous plombez chaque jour davantage. Son nombrilisme de très mauvaise valeur, M. Mout. Attendez qu'il finisse. Vous dites que le pays va bien. Vous êtes Par rapport à notre niveau de développement, M. Massoma, le pays va bien. Et nous continuons à travailler pour qu'il aille davantage mieux. Et nous avons des résultats en la matière. Le moment venu, on les mettra sur la table. Il ne s'agit pas de rentrer dans un plateau de télévision, de hurler sa rage. Nous avons, avec une certaine sérénité, nous abordons les problèmes de la vie quotidienne des Camerounais. Les Camerounais vous écoutent. Et sont ces Camerounais qui nous ont souvent élus. J'entends là-dedans, effectivement, qu'il y aurait, je ne sais pas moi, un messie qui viendrait de quelque part. Votre logique messianique, en fait, il ne me convient pas. Okay. On verra à l'analyse le 12 octobre. Vous n'allez pas me retirer la parole à ces conditions-là. Oui, merci. Nous verrons si votre logique messianique aura fait ses preuves le 12 octobre prochain. Mais en ce qui nous concerne, nous sommes à côté des citoyens camerounais. Vous avez détruit ce pays, il faut l'assumer. Vous avez détruit le pays, M. Moté, il faut l'assumer. Très bien. Aristide Monod, je reviens sur la question de départ qui porte sur la capacité de l'opposition. Au mieux, la question est celle de savoir est-ce qu'il faut absolument que l'opposition se mette ensemble pour dégager un consensuel afin d'avoir toutes ses chances pour avoir le pouvoir en octobre 2025. Je voudrais rappeler un certain nombre d'éléments qui peut-être pourront vous suggérer une analyse beaucoup plus on va dire argumentée. Dans l'élection du 11 octobre 1992, le nombre d'inscrits c'était 4 millions. Le nombre de votants c'était 3 millions. Le candidat Paul Biya avait obtenu 1 185 000 voix. Alors que le candidat John Fundi avait obtenu 1 166 000 voix. Soit 39% contre 35%. En 1997, l'élection du 12 octobre 1997, il y avait 4 millions d'inscrits, 3 millions de votants. Et le candidat du RDPC, Paul Biya, a eu 3 millions de voix. Celui qui est arrivé en deuxième position, c'était Henri Ogbelin, 85 000 voix. Et le candidat du RDPC avait eu 92% de voix. Le 11 octobre 2004, il y avait 4 millions d'inscrits, 3 millions de votants, et Paul Biya a gagné l'élection avec 2 665 000 voix. John Fundi est arrivé avec 654 000 voix. Le 9 octobre 2011, il y avait 7 millions d'inscrits, 4 millions de votants, 3 700 000 pour Paul Biya, 77%. Et à la dernière élection, en 2018, je vais essayer de retrouver les chiffres. Il y avait élection 2018. Oui, il y a eu 2 millions. 2018, inscrits 6 667 000, votants 3 millions et demi, candidat du RDPC 2 millions et demi. Alors quand je donne tous ces chiffres-là, quelle est la première chose qui vient à l'esprit? Bon, en fait, on ne peut utiliser ces chiffres que s'ils sont crédibles, ou alors que s'ils représentent vraiment la réalité des voix exprimées dans les urnes. Oui. C'est pourquoi je m'abstiendrai de les exploiter pour essayer. Ce sont des chiffres officiels. Oui, effectivement, parce que je sais là où vous voulez amener l'analyse, à dire qu'il y a émiettement des voix et que s'il y a consolidation autour des coalitions, forcément, on fera un chiffre qui va concurrencer le chiffre de l'ordre dominant. Mais l'analyse qu'on peut faire, c'est on peut aussi regarder les chiffres du candidat du RDPC qui a été vainqueur de toutes ces élections. Et on remarquera que après le flop entre griffes de 92, il a eu 1 million. Les chiffres de Paul Biya, c'est autour de 3 millions. Ouais. Oui, 3 millions. Si on finit de bourrer les 3 millions en 97, 3 800 en 2004, 4 millions, 3 700 en 2011 et puis 2,5 millions en 2018. Duval, ça ne peut pas tenir. Ça fait 1 300 000 voix. Ça ne peut pas tenir. Par rapport à 2011. Voilà. Ça ne peut pas tenir. Pourquoi? Parce que le problème se trouve ailleurs.
j'ai échangé avec un aîné cette semaine qui me parlait des cabinets qui est dans une mission diplomatique. Qui me parlait des cabinets de communication qui sont souvent mobilisés par l'ordre dominant pour créer des récits autour de la défaite de l'opposition au Cameroun ou alors des victoires tchétchènes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et ces cabinets travaillent dans l'Afrique francophone, qui sont dirigés par des personnalités connues. On a par exemple le cabinet Havas de Stéphane Foulks, qui a géré la conférence Investir au Cameroun en 2016. Nous avons Anne Meyo, son cabinet Image 7, qui a travaillé avec le président, je crois, Macky Sall et Alassane Dramane Ouattara. Ce sont en fait des réseaux de communication France-africains en un seul mot, qui ont été déployés, mobilisés pour légitimer et justifier les hold-up électoraux en Afrique francophone. Le problème en Afrique, ou au Cameroun en particulier, ce n'est pas une question de coalition ou de non-coalition des opposants. Le régional Massouma l'a dit tout à l'heure, dans aucun pays au monde, on a assisté à une situation de candidature unique de l'opposition. Même dans des pays qui sont d'apparence bipartiste, dont à deux partis, il n'y a jamais eu de candidature unique de l'opposition. Mais là-bas, il y a des alternances. Il y a des alternances aux États-Unis, il y a des alternances en Angleterre, sans toutefois qu'on ait des candidatures uniques. Donc, c'est un récit, c'est un construit qu'on veut implanter dans le subconscient des Camerounais et de la communauté internationale pour justifier les hold-up électoraux. Le problème se trouve à quel niveau? Le problème se trouve au niveau de la transparence des élections. Rendez le pouvoir au peuple. Permettez au peuple de jouir de ses voix exprimées dans les urnes et vous saurez donc s'il y a nécessité de coaliser ou pas. Et en parlant de coalition, on a évoqué certaines ici. Je prendrai la dernière. Imaginons un seul instant si ceux qui sont sérieux dans l'opposition, comme le professeur Maurice Kamto, avaient crampé leurs pieds dans cette histoire. Je prendrai l'ATP de notre ami Olivier Billet. L'ATP n'a même pas connu une espérance de vie de 5 mois. Après, on a commencé à connaître des défections. Akere Mouna a annoncé sa candidature. Cabral Libé a annoncé sa candidature. Joshua aussi, qui avait été annoncé dans cette coalition, avait également annoncé sa candidature. Imaginons un seul instant, si Kamto était parti dans cette histoire, je suis sûr qu'il serait présenté aujourd'hui comme la principale cause du démantèlement de cette coalition et il aurait perdu comme ça en crédibilité avec l'appui de la communication des communicants du Lion qui allaient estimer que c'est un échoueur à vie. Donc il faut dire que nous sommes dans une situation où on veut créer tout un fétichisme autour de la candidature unique. Ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est que nous avons 3 mois, que Elecam et le Conseil constitutionnel et le régime de Yaoundé permettent aux Camerounais qui jouissent de tous leurs droits, qui remplissent toutes les formalités d'être candidats. Deuxième chose, permettre à ces candidats de se déployer dans l'ensemble du territoire national sans obstruction, sans acte d'agression ou de répression. Après qu'on permette aux Camerounais d'aller dans les urnes, de s'exprimer, qu'on permette aux observateurs de travailler librement et qu'à la fin, les organes en charge d'organiser et d'arbitrer organisent objectivement et arbitrent objectivement. Alors, si après avoir respecté cela, on se rend toujours compte que le RDP s'obtient les scores tchétchènes, c'est à ce moment qu'on va donc penser à quelque chose qui n'a jamais existé, à savoir la candidature unique de l'opposition. Imaginons un seul instant qu'on accepte peut-être la logique du tirage au sort et que le tirage au sort tombe sur Jean de Dieu Momo.
je ne sais pas si on va s'en sortir. Ou alors sur Jean-Jacques Ekindi. Le tirage au sort pour choisir le candidat consensuel de l'opposition. Ça tombe sur Momo ou ça tombe sur Jean-Jacques Ekindi, qui quitte d'abord son parti pour aller d'abord squatter au RDPC et il revient un autre jour organiser un congrès. Il place une personne, il revient encore un autre jour. Imaginons un instant. Donc, je crois que nous ne devons pas être dupes. Comme l'a toujours rappelé le professeur Abba Ouyono, nous avons quelqu'un qui présente des états de service au niveau de l'adversité face au RDPC. Tout le monde l'a vu à l'œuvre. Implantation territoriale, mobilisation des ressources, statut charismatique, investissement sur le terrain. Je ne sais pas si c'est en moins d'une semaine qu'on va créer des GES et les groupes de Douala, qu'on va créer un groupe qui va encore venir réfléchir sur quelque chose qui existe déjà. On a fait ça en 2004. On a envoyé Adamo Damjoya devant. Madame Damjoya a obtenu combien? 4%. Ni John Funzi, qu'on avait mis de côté, avait obtenu combien? 17%. Donc il aurait été préférable qu'on mette immédiatement ni John Funzi